Monsieur le commissaire européen, vice-président de la Commission, cher Maros, merci beaucoup d'être en France à ce moment très important pour la transition énergétique. Merci aussi de vous être si fortement engagé dans la construction de l'Union de l'énergie sur laquelle nous avons travaillé ensemble. L'Union européenne a aussi récemment produit son INDC pour la conférence de Paris sur le climat. C'est une INDC très ambitieuse. Je crois que nous avons pris conscience de la responsabilité qu'avait l'Union européenne de montrer le chemin, d'être exemplaire, puisque si c'est Paris qui accueille la conférence climat, c'est l'Europe qui accueille la conférence climat. Et nous avons ce devoir d'être exemplaires. En plus, vous êtes parfaitement francophone. Donc c'est vraiment très agréable. Vous allez participer tout à l'heure à un débat participatif à Dunkerque. Nous aurons l'occasion d'échanger encore par vidéo interposée. Donc merci beaucoup d'être ici. C'est très important et je peux témoigner que tout ce que vous faites au nom de tous les Européens pour cette transition énergétique est particulièrement précieux et particulièrement dynamique. Monsieur le Président de l'Union française de l'électricité, merci de votre invitation. Mesdames et messieurs les intervenants qui témoignaient au cours de ce beau programme de la diversité des industries de l'électricité et de leurs partenaires publics et privés, je suis très heureuse aujourd'hui d'ouvrir ce colloque avec vous qui est placé, comme cela vient d'être dit, sous le signe des relations électives de l'énergie électrique, de la lutte contre le dérèglement climatique et de la croissance verte et de l'économie numérique. Et cette alliance entre ces trois pôles est au fondement même d'une nouvelle révolution industrielle qui est aussi un nouveau modèle de développement, mais aussi un nouveau modèle de société et de civilisation. À quelques semaines du sommet qui réunira à Paris tous les pays du monde et qui doit déboucher sur un accord ambitieux de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, qui doit aussi mettre en valeur les solutions innovantes, concrètes et opérationnelles qui nous permettent d'accélérer, pour peu que nous en ayons la volonté, l'avènement d'une nouvelle économie climatique décarbonée. Et c'est pourquoi ce colloque constitue à mes yeux un temps fort de la mobilisation des acteurs économiques dont le Business and Climate Summit, organisé à Paris en mai dernier, auquel vous avez participé, nombreux, a montré combien elle était déjà en marche, car on sait désormais de plus en plus que l'inaction a un coût, que les laissés-faire climatiques est un non-sens économique et que la croissance verte est le seul choix réaliste et porteur d'avenir. La décarbonation du système énergétique mondial est donc un enjeu crucial et cela vient d'être redit dans ce petit film très efficace. La combustion d'énergie, ce sont aujourd'hui 80% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. La production d'électricité et de chaleur, c'est 25% des émissions mondiales. Près de 70% d'électricité produite dans le monde l'est à partir d'énergies fossiles. L'électricité doit donc évoluer pour contribuer efficacement à enrayer le dérèglement climatique. La France produit, il faut le reconnaître, une électricité largement décarbonée. Elle doit donc à la fois pérenniser cet avantage tout en diversifiant son mix énergétique, améliorer son efficacité énergétique, car il en va du climat, mais aussi de la compétitivité de nos entreprises et du pouvoir d'achat des ménages. Le secteur de l'électricité, avec ses producteurs, ses gestionnaires de réseau et ses fournisseurs, avec ses entrepreneurs, ses chercheurs, ses ingénieurs, ses innovateurs, a tous les atouts pour être non seulement le vecteur, mais aussi le moteur et l'accélérateur de cette grande transformation dont vos entreprises sont d'ores et déjà partie prenante. Tous les atouts pour développer des filières d'avenir et pour que l'excellence française que vous incarnez, du nucléaire aux énergies renouvelables, en passant par les smart grids, diffuse ses savoir-faire et ses technologies dans le monde entier. En un temps, le 19e siècle de l'avant-pétrole, où l'on découvrait avec émerveillement combien l'électricité était riche d'applications multiples pour l'éclairage des villes, les transports, les usines et déjà les communications à distance, Jules Verne parlait déjà de l'électricité. Il annonçait que l'électricité serait un jour, je le cite, l'âme du monde industriel. Nous voyons bien aujourd'hui, alors que plus d'1 milliard d'êtres humains n'y ont pas toujours droit, n'y ont pas encore droit, et beaucoup d'autres de manière très imparfaite, combien l'accès à l'électricité, à la lumière, tout simplement, est plus que jamais la clé de l'industrialisation et du progrès social. En ces temps-là, des auteurs visionnaires imaginaient des vaisseaux du ciel mus par des moteurs électriques. Et de nos jours, les dégâts climatiques du kérosène poussent à mettre au point des avions électriques comme les fans d'Airbus,
soutenue dans le cadre du programme des investissements d'avenir et fruit d'une belle collaboration entre des grands groupes comme Siemens, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, où j'étais hier pour les 70 ans de cette magnifique institution, et des PME françaises à la pointe de l'innovation. D'autres, en cette époque lointaine, rêvaient déjà de voitures électriques, se rechargeant dans des points relais. Nous y sommes. Et le programme de déploiement d'ici 2030 de 7 millions de bornes et de points de recharge est lancé, ainsi que diverses mesures de soutien au développement des véhicules électriques, comme par exemple le bonus de 10 000 € pour la conversion d'un vieux diesel. Mais que de temps il a fallu. J'étais ministre de l'Environnement déjà il y a 23 ans. Vous voyez, je participais au premier sommet climat, celui de Rio. Je plaidais déjà pour la voiture électrique. C'était sans doute trop tôt, mais que de temps perdu sur des technologies que nous maîtrisons depuis des années. Et à la limite, mieux vaut tard que jamais, mais il faut maintenant accélérer. Tout cela pour vous dire que notre 21e siècle doit être celui de l'après-pétrole. Je le dis souvent. Il doit aussi revisiter toutes les promesses inabouties du siècle de l'avant-pétrole, un temps éclipsé par le règne du charbon et des hydrocarbures. Ce siècle doit être celui des énergies propres, et cela de la façon la plus rapide possible. La loi sur la transition énergétique pour la croissance verte organise le nouveau modèle énergétique français. Vous le savez, je ne vais pas y revenir. J'ai voulu que la France soit la nation de l'excellence environnementale et surtout qu'elle soit exemplaire au moment où elle va accueillir la conférence climat. Cette loi fixe à notre pays des objectifs volontaristes à moyen et long terme, ainsi que les moyens de les atteindre. Moins 40% de nos émissions de gaz à effet de serre en 2030, moins 30% de la consommation d'énergie fossile, réduction de la consommation énergétique finale de 50% en 2050, part des énergies renouvelables à 32% de notre consommation finale d'énergie en 2030 et à 40% de la production d'électricité. Ce texte majeur fait le choix de rééquilibrer notre modèle énergétique sans opposer les énergies les unes aux autres. C'est la raison pour laquelle il pérennise un socle nucléaire plafonné à 63,2 gigawatts, c'est-à-dire sa capacité actuelle, et qui devra représenter 50% de notre production d'électricité à l'horizon 2025. Il n'a pas été facile, vous le savez, de donner force de loi à cet équilibre qui ne cède ni aux partisans de la sortie du nucléaire, ni aux adeptes du tout nucléaire, mais je suis profondément convaincue que ce choix est le bon pour la France, car c'est un choix d'équilibre et d'efficacité. Je tiens d'ailleurs à saluer ici l'engagement d'EDF de doubler sa capacité d'énergie renouvelable installée à l'horizon 2030. La loi sur la transition énergétique trace donc un cadre stable qui sécurise les investissements, qui va permettre de développer à vaste échelle les emplois de la croissance verte, qui clarifie les règles, qui instaure un mécanisme nouveau de la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui définit les conditions dans lesquelles seront atteints les grands objectifs énergétiques de la loi. Elle simplifie les procédures, j'y tiens, avec par exemple la généralisation à l'ensemble du territoire du permis environnemental unique, expérimenté avec succès dans 7 régions qui ont regroupé toutes les autorisations relatives à l'installation d'éoliennes, d'unités de méthanisation, en un seul permis délivré en 10 mois maximum. Pour les parcs éoliens, les délais de recours sont réduits. Pour les projets éoliens dont l'implantation est prévue sur le territoire de communes soumises à la loi littorale, ce qui soulevait de nombreux problèmes juridiques et pratiques, un dispositif a été imaginé, repris dans la loi sur la transition énergétique, qui permet de répondre à ces 2 exigences, faciliter l'implantation des éoliennes et préserver notre patrimoine paysager. Je prépare actuellement rapidement les textes d'application, tous mes services sont mobilisés, c'est un travail considérable. Et au moment où je vous parle, de nombreux textes structurants sont déjà mis en consultation. D'abord, le projet de stratégie bas carbone que j'ai fait adopter par le Conseil national de la transition écologique. Deuxièmement, la réforme du dispositif de soutien aux énergies renouvelables, afin de le sécuriser au regard du régime des aides de l'État et de faciliter leur intégration au marché de l'électricité avec la mise en place du complément de rémunération. Le décret relatif au regroupement des concessions hydrauliques et aux sociétés d'économie mixte hydroélectrique. Celui fixant la composition et les règles de fonctionnement du comité du système de distribution publique d'électricité
instaurés par la loi afin de permettre une meilleure coordination des acteurs. Le texte relatif à la poursuite de la réforme des tarifs réglementés d'électricité. Les arrêtés tarifaires mis en consultation concernent les différentes filières, méthanisation, biogaz, géothermie, cogénération et bientôt hydroélectricité. Pour l'éolien, les tarifs d'achat seront prolongés au moins jusqu'en 2018. Les textes relatifs à la tarification des réseaux pour les consommateurs électro-intensifs et à l'interruptibilité sont prêts. Le décret concernant le chèque énergie qui remplacera progressivement les tarifs sociaux actuels et permettra d'aider les ménages en situation de précarité énergétique est en consultation. Enfin, les projets de décret sur le déploiement des véhicules à faible émission dans les flottes publiques, les loueurs et les taxis va s'accélérer, mais j'espère que ces flottes feront plus que ce que la loi leur indique. Les notifications à la Commission européenne sont en cours. Tout ceci est un processus complexe, mais nous tenons bon sur les rythmes et nous visons un dispositif de soutien aux énergies renouvelables opérationnel en janvier 2016. C'est vous dire à quel point nous ne traînons pas. Et cela conformément aux lignes directrices énergie-environnement. Je vais mettre sur la table avant la fin de ce mois les trajectoires par filière d'énergie renouvelable et donner les calendriers des appels d'offres sur 2016 et 2017. Je sais que le principe de programmation des appels d'offres est très attendu, car il va donner de la visibilité aux industriels et qu'il constitue une avancée importante pour permettre un développement plus structuré des filières industrielles françaises et créer des emplois grâce notamment à la simplification et à la pluriannualité des tranches de ces appels d'offres. Ce document comportera également, je vous l'annonce, des orientations précises dans des domaines qui ne font pas débat, l'efficacité énergétique, la sécurité d'approvisionnement, la flexibilité et les infrastructures énergétiques. En ce qui concerne le prix de l'électricité, permettez-moi de vous donner quelques précisions sur cette question essentielle. 1 an après la réforme des tarifs réglementés de vente de l'électricité, le bilan, vous le savez, est positif. Pour la facture des ménages, c'était l'objectif que j'ai recherché dès ma nomination. Si je mets de côté la question des rattrapages, nous verrons, nous remettons à plat les choses, reliquat du passé. Je signale que la nouvelle méthode de calcul des tarifs d'électricité a conduit en 2015 à une baisse de 0,9% du prix de l'électricité. Cette réforme va être complétée par un décret que j'ai évoqué et qui confie à la Commission de régulation de l'énergie le soin d'appliquer strictement cette nouvelle méthode qui permet de préserver le signal tarifaire de pointe et qui maintient les tarifs initialement fixés pour les industriels intervenant dans les Outre-mer. Le maintien et la maîtrise je tiens à préciser que le maintien et la maîtrise du prix de l'électricité, ce n'est pas un encouragement pour consommer plus d'électricité pour les ménages, puisque la loi prévoit bien une diminution de la consommation finale d'énergie. Mais c'est parce que les ménages ont besoin d'investir dans l'efficacité énergétique. Je préfère des ménages et des familles qui dégagent du pouvoir d'achat pour isoler leur maison, donc pour maîtriser la consommation d'électricité, pour pouvoir s'acheter une voiture électrique, etc., et maîtriser le prix de l'électricité pour justement qu'ils puissent dégager du pouvoir d'achat. S'agissant de la contribution au service public de l'électricité, et comme je l'ai annoncé au cours du débat législatif, une réforme ambitieuse est en cours. Elle sera présentée dans le projet de loi de finances rectificative pour 2015. Aujourd'hui, ces charges de service public sont presque intégralement financées par une taxe sur l'électricité. Ce n'est pas tout à fait cohérent avec la lutte contre le réchauffement climatique. Et passer de l'électricité paye l'électricité, au carbone paye la décarbonisation. Je tiens ici à rappeler les objectifs de cette réforme en cours. À prélèvement fiscal constant, elle va rééquilibrer les contributions des différentes énergies pour assurer le financement des taxes, des charges de service public. Il ne s'agit pas d'une augmentation, mais d'un transfert et d'un meilleur équilibre. Il n'est pas question de créer de nouvelles taxes, mais d'utiliser un dispositif qui existe déjà, la contribution climat-énergie, qui, vous le savez, est opérationnelle depuis 2014. Parallèlement à cette réforme du financement, je souhaite que nous fassions un effort de maîtrise des dépenses, qui sera aussi présenté en loi de finances,
Ces charges sont inscrites au budget de l'État et soumises au contrôle du Parlement. Enfin, dans un souci de transparence, la loi sur la transition énergétique, qui a réformé le soutien aux énergies renouvelables afin qu'il soit plus efficace, a également instauré un comité de gestion des charges de service public. Un mot enfin sur la fin des tarifs réglementés de vente pour les professionnels. Les tarifs verts et jaunes, dont, comme vous le savez, l'arrêt est prévu au 31 décembre 2015, je compte sur les fournisseurs pour proposer des offres innovantes et compétitives, permettant à vos clients de baisser leurs factures. Je travaille dans le même temps à améliorer le dispositif d'accompagnement des industriels et gros consommateurs pour éviter qu'ils ne subissent des coupures à l'issue de la période transitoire fixée au 1er juillet 2016. La solution qui sera proposée dans l'ordonnance de transition de la directive sur le marché intérieur de l'électricité et du gaz donnera un signal tarifaire clair pour aller vers des offres de marché et prendra en compte les enjeux de la concurrence. Je tenais donc à vous apporter ici ces précisions et pour la première fois, c'est à vous que j'ai réservé ces différentes annonces et ces différentes précisions sur lesquelles nous allons encore bien sûr avoir à travailler ensemble. Je voudrais maintenant évoquer brièvement les compteurs et les réseaux intelligents, formidables, nouvelles frontières infiniment prometteuses de l'Alliance de l'énergie et du numérique, de l'électricité et du numérique, à laquelle vous consacrez à juste titre une table ronde. Pour accélérer le développement de réseaux électriques intelligents, j'ai lancé avec le ministre de l'économie un appel à projet sur les smart grids. Les candidatures sont de très grande qualité et nous annoncerons les lauréats d'ici la fin du mois. Je vous ai réservé la primeur de cette bonne nouvelle. Les projets sont de telle qualité que, contrairement à ce qu'on imaginait au départ, il n'y aura pas qu'un seul gagnant, mais plusieurs. Et nous allons accompagner un maximum de projets pour les territoires. Le déploiement de Linky et de son cousin Gaspard commence enfin, il faut les accélérer, avec le déploiement par ERDF qui va poser le premier compteur Linky et donner le top départ du déploiement de 35 millions de compteurs sur tout le territoire. Mais comme vous le savez, je suis très attentive, il faut que ce compteur soit intelligent aussi pour le consommateur et pas seulement pour le fournisseur. J'appelle donc les fournisseurs d'électricité à développer des offres de marché qui profitent à toutes les opportunités offertes par Linky, car les citoyens ne comprendraient pas que ce compteur ne soit intelligent que pour le fournisseur et qu'il faille repayer pour avoir un compteur intelligent pour le consommateur. Je mets en garde, vraiment, sur ce tour de passe-passe que j'ai découvert en arrivant à la tête de ce ministère et sur laquelle j'ai attiré l'attention. Nous avons besoin d'innovation pour créer de nouveaux services, pour optimiser au bénéfice de tous l'entrée à grande échelle du numérique dans l'énergie. Je voudrais aussi évoquer devant vous la question du stockage de l'énergie. Il est très important que la France et l'Europe, bien évidemment, parce que nous devons faire converger nos moyens de recherche et d'investissement, que ce soit dans le véhicule électrique bon marché. Il faudrait à un moment que tous les opérateurs industriels européens se mettent autour de la table. Je prêche là-dessus depuis des années pour mettre sur le marché une voiture grand public, pas chère, électrique, qui pourrait aussi non seulement conquérir le marché européen, mais conquérir les marchés mondiaux. Peut-être un jour verrons-nous cela se réaliser. Même chose pour le stockage de l'énergie. C'est très important. Il faut mettre l'Europe, et puisque je suis en France et que je vous parle, la France aussi, les outils de recherche au premier rang mondial dans le domaine absolument déterminant du stockage de l'énergie. Les producteurs sont aujourd'hui braqués sur Tesla et les projets de son entrepreneur. Tant mieux, à la limite, ça crée de l'émulation. Mais franchement, la France et l'Europe ont des scientifiques imaginatifs, des ingénieurs talentueux, des entreprises innovantes. Il n'y a donc aucune raison pour que nous nous laissions distancer plutôt que de réagir pour concourir à égalité. Un mot sur les territoires. Vous savez l'importance que j'y attache, parce que je pense que c'est là que se décide et que se met concrètement en place la transition énergétique. Votre colloque les met également à l'honneur et vous avez bien raison. Je les ai placés au cœur de la transition énergétique. C'est pour eux que j'ai créé le Fonds de transition énergétique pour la croissance verte qui est doté d'1,2 milliard sur 3 ans.
pour donner aux territoires de nombreux outils pour agir. L'appel à projet, les résultats de l'appel à projet que j'ai lancé ont dépassé toutes mes espérances, puisque 528 collectivités locales ou regroupements territoriaux ont dans toutes les régions exprimé leur volonté de s'engager pour réduire la consommation énergétique de leurs bâtiments, pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre, pour mettre en place des projets de transport propre, de reconquête aussi de la biodiversité, car les deux se tiennent, transition énergétique et protection et reconquête de la biodiversité. Chaque territoire a reçu une aide de 500 000 € qui pourra être portée jusqu'à 2 millions d'euros par territoire en fonction de la qualité des projets, et j'en ai déjà signé plus de 216. J'ai annoncé également un appel à projet auprès des entreprises qui créent des sites de production d'énergie renouvelable en mettant en œuvre un investissement participatif prévu par la loi, l'investissement participatif avec les sociétés de projet pour les énergies renouvelables locales. Dans le même esprit, les communes et leurs intercommunalités peuvent désormais participer au capital d'une société anonyme dont l'objet est la production locale d'énergie renouvelable. J'incite donc les entreprises à démarcher les territoires à énergie positive avec lesquels j'ai signé ces accords pour leur déléguer, pour leur donner des subventions que je viens d'évoquer, car elles sont particulièrement indiquées et disponibles et prêtes à s'engager sur la création de sociétés anonymes décentralisées au plus proche des citoyens pour permettre la réalisation de projets d'énergie renouvelable locale. Par conséquent, la décentralisation, la participation, l'autoconsommation sont aussi des dimensions très importantes d'une nouvelle citoyenneté énergétique et électrique qui ne s'oppose pas au système français qui a été longtemps très centralisé, mais qui doit aujourd'hui trouver des espaces de respiration pour être à la fois plus efficace et pour accélérer cette transition. Enfin, comment ne pas évoquer la question du prix du carbone ? L'appel lancé il y a plus d'1 an par la Banque mondiale a rencontré un grand écho. Fait nouveau, ce sont maintenant les entreprises, de plus en plus nombreuses, à s'engager dans la nouvelle économie climatique, et même les acteurs financiers, de plus en plus nombreux à décarboner leur portefeuille qui le réclament. Gérard Mestralet coordonne à notre demande, Laurent Fabius et moi-même, un groupe de chefs d'entreprise du Nord et du Sud engagés dans la lutte contre le dérèglement climatique. Et comme nous l'avons vu lors de l'Assemblée générale des Nations unies, où toutes ces entreprises étaient réunies, il s'agit de mettre en place un marché mondial qui serait un puissant moyen de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre et de donner à tous les acteurs économiques ce que nous appelons une boussole du climat. Je sais que beaucoup d'entreprises travaillent déjà avec un prix du carbone en interne. La loi française sur la transition énergétique, que j'ai fait voter, donc, rend obligatoire, je l'ai voulu, cette obligation, pour les entreprises et pour les investisseurs, la mention dans le rapport du président au conseil d'administration soumis à l'Assemblée générale des actionnaires, une analyse des risques financiers liés au changement climatique, des mesures prises pour les réduire, en mettant en œuvre une stratégie bas carbone. La prise en compte des enjeux climatiques est un atout pour les entreprises. Dans la responsabilité sociétale, avec l'extension des informations données à l'usage des biens et services produits, dans les tests de résistance aux crises que doit régulièrement réaliser le système financier. L'évaluation de l'empreinte carbone des investisseurs institutionnels et la mention des objectifs d'augmentation de la part verte de leurs investissements complètent ces dispositions législatives qui permettent d'évaluer le coût du carbone, d'accélérer l'engagement des acteurs économiques et financiers dans la transition énergétique et la croissance verte et de leur donner cette chance à saisir. Ce n'est pas une contrainte, c'est une chance que les entreprises doivent saisir. En France, des économistes comme Jean Tirole, couronné par le prix Nobel, ou Christian Depertuis ont élaboré des formules de fixation d'un prix mondial du carbone qu'ils ont présenté lors d'un colloque que j'ai organisé au ministère de l'Écologie. Pascal Canfin et Alain Grandjean ont remis en juin dernier au président de la République un rapport qui propose l'instauration d'un corridor de convergence des prix du carbone au niveau mondial. La Chine, qui a expérimenté 7 marchés régionaux du carbone, vient d'annoncer leur généralisation à l'ensemble
de son territoire et de ses entreprises. Une soixantaine de pays et de régions à travers le monde font déjà payer le CO2 par le biais de taxes ou de marchés carbone. L'Europe réforme son marché carbone pour 2020. La France a d'ailleurs soutenu la mesure dite de réserve de stabilité du marché carbone, qui a été entérinée par le Conseil européen en septembre dernier et qui vise à maîtriser la quantité de quotas carbone en circulation ainsi que leur prix afin de donner aux investisseurs de bons signaux. Bref, le mouvement s'amplifie de multiples manières. C'est une bonne nouvelle pour le climat, une bonne nouvelle pour les entreprises qui, comme les vôtres, ont décidé de prendre le tournant à temps. Alors, dans ce contexte où le sens de l'histoire est sans ambiguïté, quoique nous n'en soyons pas encore à adopter un prix du carbone mondial et unifié, mais ça viendra, pourquoi en France ne pas avancer dans le bon sens avec un prix plancher du quota de CO2 pour le secteur électrique ? Je livre cette question à vos réflexions. Cela aiderait à baisser nos émissions de gaz à effet de serre. Cela permettrait de réduire utilement la durée de fonctionnement de nos centrales à charbon, tout en gardant un fonctionnement de marché. Nous pourrions, pour accélérer le mouvement à l'échelle européenne, faire cause commune avec le Royaume-Uni, qui a déjà mis cela en place, avec l'Espagne, l'Italie, la Belgique et pourquoi pas l'Allemagne, qui fait de ces centrales à charbon un palliatif transitoire à l'abandon du nucléaire, mais certainement pas une énergie d'avenir et qui fait tout pour accélérer la montée en puissance sur le renouvelable. Enfin, Monsieur le Commissaire, pour terminer, je voudrais saluer l'Europe de l'énergie et des réseaux. L'Europe, quelles que soient les différences de mix énergétique des pays de l'Union, fruit de l'histoire particulière de chacun, et en dépit de ce paradoxe, d'un côté une volonté affirmée de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, et dans le même temps une production d'électricité à partir du charbon, énergie anticlimatique par excellence, qui continue à progresser. Pour avancer ensemble, les pays européens doivent unir leurs forces autour de ce qui peut les rassembler et nous concerne directement, économiser l'énergie, c'est le premier point de l'Europe de l'énergie, nous affranchir de la dépendance aux hydrocarbures et développer le renouvelable. Ensemble, nous pouvons faire de l'Europe le premier éco-continent, leader des énergies propres et du transport propre, et de l'Union de l'énergie, un modèle pour le monde, avec 3 objectifs interdépendants: lutter contre le réchauffement climatique, assurer notre sécurité énergétique et renforcer notre compétitivité. L'accord ambitieux conclu en octobre 2014 prévoit un minimum de 40% de nos émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030, un gain d'efficacité énergétique de 27% à la même échéance et 27% d'énergie renouvelable également à cette date. Et la contribution de l'Union européenne remise dès le mois de mars 2015 dans le cadre de la préparation de la COP21 reprend ces objectifs qui impliquent de réduire nos émissions, écoutez bien, de 80% à 95% d'ici 2050. Ces engagements nous placent à l'avant-garde de la mobilisation pour la COP21 et constituent pour les entreprises européennes, en particulier celles du secteur électrique, une puissante incitation à innover, à investir et à coopérer. Une Europe qui doit être l'Europe des projets en quelque sorte, une Europe créative, une Europe capable de montrer la voie sur l'efficacité énergétique, sur les énergies décarbonées, sur la recherche et l'innovation, sur la sécurisation de nos approvisionnements et sur un marché européen beaucoup plus intégré. Nous en avons les moyens, j'en suis sûre, et vous en témoignez ici avec l'excellence de nos chercheurs, les compétences de nos ingénieurs, le dynamisme de nos entreprises, que ce soit les grands groupes et les PME, dont beaucoup sont ici présentes, la capacité d'initiative de nos territoires, la sensibilisation croissante des citoyens aux enjeux climatiques. Je voudrais pour conclure vous dire 3 choses. D'abord, c'est que la France est désormais engagée de manière irréversible dans la transition énergétique et qu'elle compte sur vous. Deuxièmement, que l'Europe de l'énergie a besoin de vous, car c'est avec vous, entrepreneurs de l'électricité, avec vous, acteurs de la croissance verte, que nous la construisons et que nous donnerons à nos peuples un horizon mobilisateur. Enfin, la COP21 a besoin de vous, et je me réjouis des initiatives que vous avez prises, qui ont été évoquées tout à l'heure pour être présents lors de la COP21, car celle-ci n'est pas une fin, mais c'est un commencement. En 1937,
répondant à une commande qui stipulait de mettre en valeur le rôle de l'électricité dans la vie nationale. Je terminerai par cette petite échappée du côté de la création artistique, du côté de la peinture. Raoul Dufy réalisait une œuvre spectaculaire, que vous connaissez sans doute, bien sûr, qui s'appelle La Fée électricité. Ce fut longtemps, avec ses 624 mètres carrés, le plus grand tableau du monde. On y voit les dieux de l'Olympe, trônant au-dessus de la centrale de Vitry-sur-Seine, qui était alors à la pointe de l'innovation technologique, ainsi que tous les savants et les inventeurs qui, depuis l'Antiquité, ont été fascinés par l'ambre jaune jusqu'au XXe siècle, s'emparant du nouveau feu sacré et le rendant indispensable à toutes nos activités. Toutes les grandes figures de cette épopée pluriséculaire y sont représentées, et avec elles la vision radieuse d'un monde métamorphosé par l'énergie électrique. Peut-être le temps est-il venu de donner à cette fresque, qui s'arrête au premier tiers du XXe siècle, un prolongement qui retracerait les prochaines étapes d'une formidable aventure qui se poursuit et qui donnerait dans le récit les énergies d'après, ainsi que les questions alors insoupçonnées de l'énergie à économiser et du dérèglement climatique à combattre. J'ignore qui pourrait être le Raoul Dufy d'aujourd'hui, mais il est évident que la suite de l'histoire mérite d'être peinte à la lumière des enjeux d'aujourd'hui. Je vous remercie et vous souhaite d'excellents travaux.